Welcome to recording is in progress. And welcome to Montreal as seen by Cyclorama or Cyclorama today. My name is Erin Hurley. I'm chair of the Department of English here at McGill. And I'm happy to welcome you today to this session in which I'll be acting as Présidente Séance. This series, Montreal as Seen By, is jointly organized by the Quebec Studies Student Association, the Quebec Studies Program, the Centre for Interdisciplinary Research on Montreal, and the McGill Institute for the Study of Canada. I'd like to begin by acknowledging that while today we're meeting virtually on a virtual platform, McGill University itself is located on land which has long served as a site of meeting and exchange amongst Indigenous peoples, including the Haudenosaunee and Anishinaabeg nations. And we do this to acknowledge the importance of the land on which we work, study, and live, and to acknowledge the complex web of relationships of which we are a part. And I'll just note as a preview to our discussion that this complex web is precisely the topic of Cyclorama and the main sort of object of exploration in the show. Montreal is Seen By, so just a bit about the series, is an occasion to welcome onto the McGill campus Montrealers such as Laurence Dauphiné and Antoine Yared, our two guests for today, whose work contributes to the Montreal community. And a note on language, our event today will be in English and in French. And so I'm going to flip now to French. I would like to vous présenter nos deux invités et nos deux animatrices pour la séance d'aujourd'hui. Donc, Laurence Dauphiné, elle est l'autrice. Bonjour. L'autrice, la metteur en scène et une des interprètes de la pièce Cyclorama. Elle s'est formée à l'École nationale de théâtre du Canada en interprétation et elle travaille en création multidisciplinaire à titre d'interprète, d'autrice, de metteur en scène et de musicienne. À titre de metteur en scène, elle co-dirige le spectacle collectif Le iShow qui tourne au Canada et en France pendant 2 ans. Depuis, elle a tourné sa co-création solo Siri à Rio de Janeiro, Édimbourg et Dublin, après l'avoir créé en première au FTA et en reprise au Centre du théâtre d'aujourd'hui. Tout récemment, elle a présenté à l'API sa première mise en scène solo au CTDA, c'est-à-dire le Centre du théâtre d'aujourd'hui, production ayant remporté le prix des auteurs dramatiques de 2019. Désolée, les chiffres en français, c'est dur pour moi. Elle est récipiendaire d'un Gémeaux pour son interprétation dans le projet de TV5 Écoute cette histoire et vient de sortir son seconde EP de musique avec son projet musical Derek. Elle est tout récemment membre du CEAD, Centre des auteurs dramatiques. Merci et bienvenue Laurence, merci d'être là. Merci beaucoup de me recevoir. Ensuite, Antoine Yared. Antoine est un des interprètes de la pièce Cyclorama. Natif du Liban, Antoine grandit à Montréal où il y fait ses débuts dans le monde de Shakespeare en ayant le plaisir de performer pour le Repercussion Theatre. Son amour pour Shakespeare l'amènera rapidement à plier bagages en 2012 pour s'établir à Stratford, en Ontario, où ses apparences sur scène se multiplient. Le goût de l'aventure poussera ensuite Antoine à saisir l'opportunité et figurer dans la pièce King Lear de Shakespeare, produite par la compagnie Groundling Theatre à Toronto, avant d'accepter un rôle dans The Last Wife au Centaure, un théâtre d'ici à Montréal, où il y revient après 7 années d'absence. Et voilà un peu le trame de notre pièce. Merci Antoine d'être là et bienvenue. Plaisir, merci. Donc, notre événement aujourd'hui sera dirigé par Sophie G. et Elissa Kayal. Sophie est présentement dans sa 3e et dernière année de baccalauréat en anthropologie et elle complète un mineur en DLTC, c'est-à-dire des départements de littérature, traduction et création en français. Elle est présentement éditrice culture au journal Le Daily, le seul journal francophone à l'Université McGill.
Et ensuite, Elisa Kayal, elle complétera en janvier son baccalauréat en littérature de langue française, volet création. Auparavant, correctrice et éditrice culture au journal Daily, elle est l'adjointe administrative du CRIEM depuis 2019. Mesdames, je vous cède la parole. I'm happy to pass the mic to you to lead this session on Montreal as seen by, in conversation with Laurence Dauphinée and Antoine Yared. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, Elisa et moi, on avait pensé peut-être dire juste un petit mot sur la pièce Cyclorama pour mettre tout le monde en contexte. Donc, c'est une pièce, dans le fond, qui a lieu en 3 lieux. D'abord au Centaur Theatre, ensuite un petit chemin en autobus, puis qui termine au centre du théâtre d'aujourd'hui et qui, dans le fond, offre un survol et une réflexion sur la dualité linguistique anglais-français dans le contexte de l'histoire du théâtre au Québec. So, my first question will be for Laurence. Can you tell us a bit more about the historical research process behind Cyclorama and how the project started? Yeah, so basically, Ida Holmes and Sylvain Bélanger, so the two artistic directors of Centaur and Soundstead d'Aujourd'hui, wanted to do a co-production. And they approached me. I don't know why. No, but it's because they knew that I worked, you know, in both languages, and I had just done Alapi at Citadea, so Sylvain was familiar with my work. And but at the time, I think it could have been anything. I think I could have said, "Oh, I want to direct this play by this Montreal, you know, English-speaking dramaturg." But to me, it seemed obvious that we had to do a show about this historical collaboration because they're rare. So then the research process started. I have a hard time remembering exactly all the different steps because it was like 3 years ago, but I know that it seemed obvious that it needed to be documentary theater based in reality. I approached Alexandre Cadieux, who taught me a history of Quebec's theater at UQAM after I graduated from the National Theatre School. And I had loved his class, and I knew that he was a great performer. Like, he's a great prof, but he also does improv. So I was familiar with his skills. And he's the one who introduced me to Erin, whom I met at a coffee shop on McGill College, and to talk to her about the project. And I was sure she was going to say, no, sorry, I have no time for this. But she said yes, which was a blessing because she revealed herself as incredible performer. And then we had this mirror image of the two profs coming from different sides, and I needed an alter ego too. And I was like, who could it be? Who could it be? And I think it's actually my partner who said, Antoine Yared. And I was like, oh my God, this is a genius idea, because Antoine and I had, almost started professionally together in a play by Repercussion Theater. We had gone to high school together, and then Antoine had left Montreal to find work and went to Stratford and acted in repertoire plays. So, it just seemed like there were so many different aspects of this, of our relationship that could be really good food for the dramaturgy. And so at the beginning, we started by workshops with the actors where we talked. We did improvs, and of course the two profs brought in like so much amazing historical anecdotes, historical facts, and like so much food for thought. And there was also another man, Alexis Paquette-Lacaze, who was studying history at the time as well, and who was helping me also in the research, and who actually was the one who found the title Cyclorama. So we were really tight with time at the time. We had like just 1 year to come up with everything. But then, so we did these workshops, and I went by myself just as part of a writing residency on my own, and kind of tried to make sense of it all. And was really surprised actually of what was coming out of my head, because I wasn't planning on writing a comedy.
but then it became obvious that this needed to be the tone. If you're going to speak about triggering issues, better do it with humor. And then COVID hit. So then it was like, oh, it's going to be postponed, and oh, we don't know. But the theater still decided to have us start rehearsals. So we did 1 month of rehearsal. That was a rehearsal during the day, writing at night, rehearsal during the day, testing a bunch of things. And then at the end of that 1 month, even though we knew we weren't going to perform, we did a 2-week technical residency, which was amazing because we had all the designers into the room because they were available because of COVID. And we tested all sorts of things with video. And so at the end of that, we had kind of a rough version of the show, but that was like 2 years ago. And so then it went into Dormance. And when I learned that it was finally happening this fall, so maybe a year ago, I started working the dramaturgy again. Merci beaucoup, Laurence, pour votre réponse. Moi, j'ai une petite question pour Antoine, puis pour vous aussi après, si vous voulez répondre. Donc, la pièce Cyclorama se présente en tant que comédie documentaire portant sur la dualité culturelle montréalaise, telle qu'elle est perçue à travers l'histoire du théâtre à Montréal. Mais votre personnage, Antoine, souligne entre autres que cette dualité culturelle, anglophone et francophone, n'est pas nécessairement représentative de l'histoire de toutes et de tous à Montréal, notamment des personnes issues de l'immigration. Donc, ces communautés se sentent parfois exclues du débat entre ces deux grandes solitudes, mais nous avons vu également comment l'Italien Marco Micone, par exemple, a pu jouer le rôle d'interlocuteur entre les anglophones et les francophones dans son poème Speak What. Donc, la question est, quel est le rôle des allophones au Québec aujourd'hui au sein de ce débat linguistique et culturel? Puis, est-ce que la situation a changé depuis le siècle précédent? Okay, super. Je vais peut-être répondre en anglais et en français en même temps. Whatever words come first, I'll go with that because it's a little early for me. C'est quoi le rôle des allophones au Québec? Bonne question. Je vais plus me focuser sur le rôle, je pense, des allophones dans la création de cette pièce, de la discussion qui se crée autour de ça. Ce qui était intéressant pour moi when we started working on this show was that it was very triggering in many ways because of my relationship to language. Je pense que je parle pour moi, je ne peux pas parler pour tous les immigrants nécessairement, mais la relation au langage ne contient pas les mêmes enjeux identitaires que pourraient ressentir des franco-québécois ou des anglophones du Canada. Pour moi, le langage, on parlait arabe et français à la maison en grandissant, interchangeably. Avec mon père, je parlais plus arabe, avec ma mère, je parlais plus français. Et puis l'anglais est venu au secondaire parce que c'était comme la langue cool qui était parlée à l'école, mais aussi ça me donnait accès aux autres immigrants à l'école, aux Italiens, aux Grecs qui, peut-être eux, leurs parents étaient principalement anglophones et donc l'anglais était plus leur première langue parlée. Et bon, bien sûr, la culture, la télévision, ce que je regardais la télévision québécoise, mais je regardais aussi beaucoup la télévision américaine. Donc, l'anglais avait cet attrait-là vraiment comme shiny and new, you know? And this was even before, you know, thinking that I'd become an actor. So English was not necessarily a vehicle because I thought, oh, I want to be an actor. I want to act in English. It was just really a cultural thing that just sort of came naturally. Parce que l'anglais est quand même venu assez tard dans ma vie. J'ai commencé à le parler plus couramment au secondaire parce qu'avant ça, c'était principalement en français. Donc, ce qui est important, je crois, pour les allophones qui se retrouvent dans le milieu de cette discussion sur les langues, moi, ça m'a pris du temps pour comprendre pourquoi c'était si chargé. Je veux dire, je comprenais historiquement, généralement, vaguement. Tu grandis au Québec, tu comprends c'est quoi la dualité, mais tu ne la ressens pas nécessairement parce que tu n'as pas la même relation au langage. En fait, ta relation à ce que le langage pourrait avoir, c'est à ton propre langage, qui est chez moi l'arabe. When we came to Canada, when we came here, you know, I'd have to go to school Monday to Friday. And on Saturday, I'd have to go to church to learn Arabic.
And then on Sunday, I'd have to go to church for Jesus. And so it was, this whole approach to language was more, like a way of preserving my own heritage, in terms of like my parents were making sure that I knew that I would grow up knowing how to speak and understand and read Arabic. But other than that, that's sort of where the delimitations were. Je pense que ce qui arrive des fois chez les enfants d'immigrants de deuxième génération, peut-être même première génération, c'est qu'ils ne sont pas vraiment connectés à ce débat entre le français et l'anglais. Puis que c'est difficile de venir les rejoindre là-dedans. Parce que, mettons que you've been displaced. Moi, je suis arrivé, j'avais 5 ans. Il y en a qui arrivent encore plus tard que moi. Donc, il y a déjà pas nécessairement un trauma, mais tu sais, you have your own history of like displacement that you're trying to deal with. And your separation from your own family, your own concerns, and your parents are trying to, at home, remind you of the history of your country. Like that's sort of where your focus is, because they're afraid that you're going to lose it. And so, but also as a kid, you don't really care necessarily about history. And so now you start feeling disconnected from your own history, and you're starting to feel like you don't connect with the history of the place that you're growing up in, because you don't feel concerned, you don't feel that it is about you. And I think like, le rôle des allophones au Québec, c'est d'essayer de s'intégrer, puis d'essayer de trouver une façon de comme, nourrir une curiosité pour la société dans laquelle ils viennent d'émigrer. Puis ça, si les enfants sont jeunes, c'est difficile à faire, mais il faut trouver des moyens de comme, les faire sentir comme oui, ils vont faire partie de cette société. Et en même temps, de also have the society show an interest and a curiosity towards them. That it's not a one-way street. It's super easy to ask the people who come here to just like learn the history of this place. And it should happen to that, but you also have to keep in mind that they have their own history that they're trying to hold on to. And so I think if we manage to nurture a certain curiosity for the other in every sort of possible direction, then I think maybe that's when we start feeding each other things that can help us grow and learn to understand each other as a people. That's a long-winded answer. I'm sorry about that. Yes. Laurence. C'est le rôle des allophones au Québec. C'était vraiment... Hey, ils me l'ont pas posé à moi, là. Est-ce que tu penses que les choses ont changé depuis le dernier siècle? Ben, moi, je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu viens de dire, dans le sens où... Puis c'est un petit peu ce qu'on essaie de dire, je pense, avec Sciorama, c'est que, oui, les Québécois francophones se sont bâtis une espèce de forteresse linguistique et culturelle pour des raisons qui sont très valables. Mais maintenant, ils sont en position dominante. Et donc, à un moment donné, c'est vraiment la responsabilité, selon moi, des cultures dominantes de prendre le temps de regarder leurs angles morts, de se re-questionner aussi sur l'histoire et surtout de se plugger au temps réel, au temps présent. Les choses ne sont plus comme dans les années 60, comme dans les années 70. Aujourd'hui, la réalité est différente. Et justement, il ne faut pas, comme Marco Micone dit dans Spéquat, pour des raisons de protection, de peur de perdre, redevenir les bourreaux pour d'autres et reproduire ce que nous, on a vécu, par exemple, avec la classe dominante du passé. Donc, pour moi, c'était ça un petit peu le wake-up call de Sciorama. Puis c'est pour ça que je suis peut-être allée légèrement dans la provocation par rapport à certaines questions sur le nationalisme. Et je sais qu'il y a des francophones qui trouvent que je tape un petit peu fort sur le clou du nationalisme ou que je mets de l'avant beaucoup les échecs du nationalisme, mais je pense que j'ai quand même fait un effort de dosage qui fait en sorte qu'on rit de tout. Je n'ai pas voulu vraiment vulnérabiliser plus un côté que l'autre, mais effectivement, pour moi, le message le plus fort, disons, que je voulais transmettre, c'était à la classe dominante francophone. Et donc, je trouve que ce que Marco dit dans Spéquat est super juste, c'est que d'avoir l'allophone comme interlocuteur, en fait, très, très, très précieux parce que ça nous force à nous renouveler, à renouveler notre écoute, à renouveler notre rapport à l'empathie et d'être face à l'allophone nous force à être généreux et à tendre la main.
Et pour moi, ce rapport-là de main tendue, de courtoisie, il est vraiment, vraiment central et fait toute la différence. C'est en ça que je crois. Je ne crois pas qu'on va réussir à forcer notre culture ou notre langue à travers la gorge des gens. Je pense qu'on doit inspirer par la positive, tendre la main, écouter. Et en général, tous les êtres humains veulent se sentir écoutés. Et une fois qu'ils se sentent écoutés, ben là, soudainement, tout le monde est beaucoup plus ouvert, en fait, à l'échange. Donc, c'est souvent ce premier geste, cette première étape qui est simplement l'écoute qui fait la différence. Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses super intéressantes qui mettent bien la table justement for our next question, qui porte dans le fond, un petit peu plus sur l'histoire et le théâtre. Donc, pendant la pièce, Erin Hurley, qui est avec nous aujourd'hui, qui est historienne et interprète dans la pièce, nous rappelle justement que derrière l'histoire et les données historiques, il y a une mise en récit, un arc narratif qui est imaginé, c'est-à-dire un arc qui découle un peu de l'imaginaire collectif dominant. Donc, la question pour, dans le fond, vous tous, vous pouvez choisir qui répond, vous pouvez tous répondre aussi. Pensez-vous que le théâtre a un rôle à jouer dans l'élargissement de notre représentation collective de l'histoire montréalaise? Est-ce que cet imaginaire pourrait aussi se nourrir de celui d'autres espaces, comme par exemple l'Ontario, les États-Unis ou encore le Liban? Est-ce que c'est pour Erin, la question? Dans le fond, c'est pour vous deux. Moi, je pense que c'est pour nous deux? On a cette question-là. On aimerait ça entendre Erin. You're terrible. No, I'm just presiding. Off you go. OK. Moi, je pense que le théâtre a un très grand rôle à jouer. Je suis vraiment une défenseur du milieu des arts comme un secteur de la société qui est aussi important que n'importe quel autre secteur. Et je pense que les artistes doivent faire un effort pour se rendre essentiels. Moi, j'ai grandi vraiment à une époque où on parlait quand même beaucoup d'art pour l'art. C'est comme si on exigeait aux gens de s'intéresser à nous, mais sans leur faire comprendre pourquoi c'était si important de s'intéresser à l'art. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a une espèce de renversement, là, on sent que les gens souffrent beaucoup de désinformation. La désinformation amenée évidemment par les réseaux sociaux. Les gens ont besoin de se connecter à une forme de réel. Les gens ont besoin aussi de se mettre ensemble parce qu'on souffre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'individualisme. Et pour moi, la pandémie a comme mis en lumière le fait que le théâtre, c'est profondément un lieu communautaire. Et c'est comme ça que moi, j'ai envie de l'investir comme artiste. Dans le sens où, pour moi, ça n'a pas de sens de dire « Ah oui, le théâtre est un lieu communautaire, mais où chacun est seul. » Ça n'a vraiment pas de sens. J'ai envie qu'on soit vraiment pas seul et que ça soit évident qu'on soit pas seul et que ce geste-là, donc de sortir de chez soi puis de se rendre quelque part, puis cet enjeu-là, de voir quelque chose qui est unique, ben il y a un réel sens. Et donc, c'est un petit peu ça, je pense c'est vraiment ça qu'on a fait avec Cyclorama, là, dans le sens où on a mis des publics qui ne se seraient jamais rencontrés, on les amène dans des endroits où ils sont peut-être jamais allés, on les fait voyager ensemble, et ils s'entendent rire à des moments différents, ils réagissent de manière très vocale, ça les influence, on les amène à, je pense, se re-questionner, se repositionner à chaque instant. Pour moi, ça a beaucoup de sens. Je suis consciente que chacune des œuvres que je vais faire n'aura pas un sens communautaire aussi clair, mais je trouve ça important de toujours se re-questionner là-dessus puis prendre position comme artiste, parce que en ce moment, on n'enseigne plus l'art dans les écoles ou presque. Les gens manquent beaucoup, beaucoup d'outils pour comprendre finalement. Et moi, j'ai pas envie de faire des œuvres où les gens se sentent niaiseux ou se sentent exclus. Je trouve que ça serait vraiment une perte de temps. Donc, j'ai envie du contraire. J'ai envie que les gens aient les outils pour comprendre, aient les clés de compréhension, puis se sentent intelligents. Puis, en fait, sortent de là inspirés, puis sortent de là avec une espèce d'envie d'agentivité.
sur le monde. Donc, c'est comme ça que je réfléchis au travail. Fait que pour moi, c'est un geste super politique. Puis, tu sais, dans Cyclorama, on le voit à quel point le théâtre a été un instrument politique très, très fort, puis même des fois un instrument de propagande. Il faut en être conscient. On a cette force-là avec la culture. Ça peut être un bulldozer, la culture. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Avec le grand pouvoir viennent les grandes responsabilités. Qu'est-ce qu'on fait avec ce pouvoir-là? Mhm. Merci beaucoup pour cette réponse. Oui, Antoine. Non, j'étais très d'accord avec Laurence là-dessus. Et par rapport à la deuxième partie, est-ce que vous pensez que l'imaginaire collectif historique ici peut tout de même s'ouvrir à d'autres espaces, donc à travers le théâtre, à travers toute forme d'art ou l'écoute des autres discours? Ben, écoute, dans la question, tu nommes les espaces comme l'Ontario, les États-Unis et encore le Liban, mais je crois que ça se fait naturellement. Je crois déjà que ça se fait à Montréal, qu'il y a une ouverture sur le monde. Cette ville, il y a des théâtres qui sont axés sur les productions ou le modèle américain déjà. Je veux dire, Cyclorama, Laurence est venue, elle m'a invité, moi, un Libanais, à venir travailler sur le show. Je pense que la création de l'art, quand elle accepte un pluralisme d'individus, ben, du fait, elle s'ouvre. Parce que ces individus-là, ces artistes, amènent avec eux leur culture, leur passé, leur expérience. Right? Puis c'est pour ça que c'est important que cette porte-là reste ouverte. Parce qu'elle n'a pas tout le temps été ouverte, cette porte-là, aux acteurs issus de la diversité ou aux immigrants. C'est quand même assez récent qu'on voit des acteurs issus de la diversité remplir des rôles principaux à la télévision ou au théâtre. Et ça vient du fait élargir cet historique, puis ce discours-là, puis cet imaginaire-là, parce que même si je ne joue pas un Libanais sur scène, okay, je joue un rôle qui n'est pas libanais, mais j'amène une partie de moi là-dedans. Une partie de moi qui pourra juste faire ça comme moi je peux. C'est pas unique à moi, c'est comme ça que les acteurs sont, ou en fait tous les individus le sont. Donc quand on ouvre cette porte-là, ben, tu invites quelque chose de nouveau. Puis, donc, j'ai l'impression que ça se fait naturellement à travers les individus, à travers les artistes qui sont présentés, à travers les gens avec qui on décide de collaborer et où on décide de mettre notre argent et notre temps aussi. Merci. Personnellement, je pense beaucoup à la notion d'hybridité, qui est une notion à laquelle je tiens énormément, versus la pureté. En ce moment, je sens qu'il y a comme une espèce de surdivision, de ghettoisation des sous-groupes dans la société à tous les niveaux. Dans le milieu des arts, on entend beaucoup parler du théâtre par, pour, donc, mettons, par des Autochtones, pour des Autochtones. Et là, même, on est dans des sous-divisions, là, par des Mohawks, pour des Mohawks, puis une Anishinaabe n'a pas le droit de jouer une Mohawk. T'sais. Moi, personnellement, je ne crois pas à ça du tout. Je trouve ça excessivement dangereux. Et je pense que tout ça ne nous mènera pas, en fait, au but ultime, qui est la paix sociale et qui est le dialogue, la création d'empathie, la rencontre. Je comprends que ça peut peut-être être une transition, mais si c'est une transition, je l'espère courte, parce qu'en ce moment, je vois déjà qu'il y a des guerres intestines dans les sous-groupes qui sont des sous-groupes vulnérables et qui se créent des guerres intestines entre eux à cause de ces concepts-là. Et dans Cyclorama, même si c'est peut-être pas ce qu'on met de l'avant, mais c'est, je pense, vraiment sous-jacent à tout le projet, c'est l'encouragement à l'hybridité, à la mixité. Et en fait, je veux pas trop donner de punch, mais en même temps, il reste seulement quelques représentations. Mais tu sais, on finit vraiment la pièce sur ça, sur le fait que, mettons, en parlant chacun nos langues, peut-être qu'on perd quelque chose qu'il y a, tu sais, une pureté qui se perd, une profondeur, mais en même temps, on se parle. Donc, en soi, qu'il y ait un dialogue, c'est peut-être plus précieux. Et moi, je crois plus au dialogue puis à ce que tout ça peut amener comme valeur ajoutée qu'à la fameuse
perte ou peur de perdre. Thank you very much again for your answers. So the next question is it's for both of you too, but it's kind of like related a bit to what Laurent you had said earlier about using humor to tackle the topic between kind of like this duality of language between English and French. So were they like other tactics that you used in addition to humor to explore this topic? And before the first representation, were you kind of like nervous to bring the two communities together in the same room about the same play? Mm-hmm. Well, I think that for Cyclorama, humor plays a big part, but also the whole design aspect of it. It's like highly multimedia, so people are constantly stimulated. There's always ruptures, things happening. So even though there's a lot of info being shared, people are like never bored. And that was super important for me because I was like, if we can keep their attention, then we're winning. Because they're truly learning and they're not being overwhelmed. I was a little scared, I'd say mostly to present to like center subscribers because I didn't really, I knew that they were more of like an older crowd, maybe a more conservative crowd. And I was really afraid that people would go like, what is this? And that they would just walk out. But in the end, kind of the opposite happened. Not that the Francophones walk out, but the show sold better slightly, but still better for an Anglophone crowd. Because the box office, the two theaters really sold like half of the tickets, and we realized that we were sold out on the Centaur's website first. And I think we can explain that by many different reasons. But first of all, there is, of course, less offerings in English in Montreal, but I think that it's more than that. I think that we saw a crowd in the room that doesn't necessarily come to Centaur, a much younger crowd, which is to me amazing because it means that, yeah, we're bringing new people into the theater, and people, I think, felt like they were really being spoken to. Some people really felt that they were being mirrored by Antoine's character. We heard that a lot. People from all sorts of different backgrounds felt represented. And that to me was so moving. And because now the dominant community in Quebec is Francophone and like culturally in the theater, it's really obvious. Like there are way more Francophone theaters. There's way more funding in French. It's kind of more institutionalized, organized. There are more resources. So I was maybe that the Anglophone community felt a bigger need actually to have that main tendue, to have a Francophone artist go to them and say, I care. I care. I know you're there. I care about you. And I want to understand this division better so we can eventually put a term to it, like end it. And so maybe that Anglos were actually more in need of that. And I think that's really cool. Yep. In terms of maybe like some nerves, no, I don't think we were very nervous. I think we were excited to see people's reactions, knowing that this topic is so subjective to so many people and so personal, and that people's relationship to this never-ending debate or duality is like, ask anybody in the street, they'll have an opinion about, what is what. So I think we were really excited to see if we would be able to, through humor, bridge this gap for a span of time, and also I think ultimately is just invite an audience group to a theater that maybe they had never been to, and vice versa. I think just physically locating yourself in a space that you had never visited is already such an important step in demystifying, or maybe like, piquing your curiosity. Also in the creation of the piece, I felt sort of not an apprehension, but I was concerned about
not being able to represent every facet of Montreal's Anglo theater communities. There's so many things to talk about, and we don't have 12 hours. It's not a Netflix series. It's just not like a 3-hour show. And so I found it very difficult at first to parse through what we needed to focus on and whatnot. And this is why Laurence was in charge of the project. Someone had to make that call. But like there are so many stories that don't get told in our story, right? We touch on it through my character a little bit. That's sort of the wedge in there about like the others. But you always want to sort of try to represent and reach the most people so that they also feel seen. But that's sort of a bit of an impossible necessarily task, I think, in some ways, unless you do a series of these Cyclorama Part 2. We have to, I think, like remind ourselves that a piece of art is a limited thing. Yeah. And we cannot talk about everything with one piece. And that's why we have to make more pieces. Yeah. And it's funny because at the end of the show, some people come and they're like, oh my God, is there going to be a part 2? I'm like, no, not by me, by you maybe. But like I think that's cool. People are like, oh, it would be nice to have like the Anglophone creator point of view on this. I'm like, great, just write it. Like that would be kind of the best thing that this show could have done, is to like invigorate and like motivate people to like write an answer to this piece, or like a different angle from it, or because it's such because the conversation is not over. I mean, there are so many other things that we can talk about, and I think it excited a lot of people to see that kind of project being put together, like this sort of like a literal bridge between two theaters, through the language and the physicality, the physical placement. I hope there's more stuff like it. Mm-hmm. We do too. So talking about limitations and space and all the organization that it takes to build a play like Cyclorama, which is very unusual. We are curious to know about the rehearsal process for the play, as the play takes place in 3 separate locations. So how did you practice? And was it difficult to integrate actors who are initially historians and not actors? It could have been very difficult, but it wasn't, because they're amazing. They are amazing. They're so good. That was the best surprise to me, yes. And they're such amazing storytellers. So that was clear from the get-go. But then, theater is more than just storytelling. There's a whole design aspect to it. And there's so many things like to integrate, like lighting cues and music cues and all of that. So fortunately, when we started rehearsals this time around, so not 2 years ago, but this time around, we were at Centaur in the set for Act 1, and we had everything. We had the video, which never happens. Like usually in theater, you rehearse in a rehearsal room, you don't have the real stuff, and then you go maybe 1 week prior to opening in the real theater. It could have never been possible for this show. We were lucky enough to be the first show at Centaur. They allowed us to be in the venue. We had our designers with us like very early on in the process, and it allowed us to come up with this play and to arrive at a polished result. So we really polished Act 1 at Centaur, and then we moved to Théâtre d'Aujourd'hui, but we needed the technology as well. It meant it just didn't make sense to kind of do that without having the real tech, which is quite heavy. So we had a little less time at Théâtre d'Aujourd'hui, but it was also a simpler act. So it all worked out. But we took really time to integrate all of those cues, because it is such a different kind of language for people who were before. And I think it's why now the show is in such a beautiful place, is that it's really precise. And in a comedy, everything is about rhythm. So the fact that we had this time, that we had the technology,
the design with us really allowed us to polish this. So it's super satisfactory actually to do the show every night because it feels achevé, you know, it feels like it's in a really good place, and the props are just amazing. Everybody comes out of there saying, who are these people? I want them as props. Are they real props? People have a hard time believing that they're not actors, but that's the magic, you know. It's been amazing to watch them bloom and flourish and create and improvise and improve and like chisel their performances. Every performance gets better, and they're, you know, like people are asking us all the time if they're actors. People are obsessed with Erin Hurley. She's so amazing and so beautiful, and she's such beautiful. A good storyteller. And they're like, she should have her own TV show. Why isn't she on TV? Her voice, she's like beautiful. Her eyes, she communicates so well. It's just like it's never ending. Like my friends come see the show, and instead of complimenting me, all they talk about is Erin Hurley. And rightly so. She deserves all the praise, and Alexandre is fantastic as well. They're so good. And what was amazing? They talk more than we do. They have more to do the show than we do. I mean, it's like insane. They have so much to do. So, you know, memory-wise, I usually don't say that because, you know, people are always like, how do you learn all those lines? It's like, it's my job. But like for this, it was a real feat to be able to learn all this text for them. And, you know, it helped me out a great deal because it allowed me to be outside and watch the show as a director. So I was saved by the fact that they had so much to do. But also, you know, what is really beautiful is that they really make everything their own. And I think they're less lazy than real actors, to be honest. I think that real actors sometimes it's true, Antoine, no? Don't you think? No, I agree. Yeah, because they had to come at it for the first, like probably the first time for Erin, or the first time in 25 years. Like they couldn't just rest on, oh, I've done this before. You know? So they came super ready. Always yes to everything. Super prepared, like super focused, and that's the biggest gift to any director. Like amazing. Honestly, you know, Erin does something that is really hard, that a lot of actors have a hard time with. Creating the impression of thought coming to you in the moment or remembering. And that is something that actors have such a hard time to do in monologues. It feels like they just reciting information that they've learned. And Erin has somehow this natural ability to pretend like she's thinking of something in the moment, which makes the performance come to life, which then makes it seem like it's not just memorized text. And I mean, that is like advanced acting skill, which some people will never be able to do that. No, I don't know if she realizes that. Anyways, let's stop talking about it. Okay, get the as big president of the seance, I'm gonna bring this. She asked us to go on a tangent like that before. She's like, hey guys, that's very sweet, and mostly I think I'm just trying to remember my lines, and that's why it looks like I'm thinking. But okay, maybe that's the trick. Maybe I shouldn't learn my lines very well. There you go. Just half. There you go. And then or be totally terrified. That would be the other advice I'd give you. Yeah. But honestly, the spin-off TV show would be a great follow-up to Cyclorama. With Alexandre and me, that would be awesome. We're ready. Yes, absolutely. Merci beaucoup. Si on a le temps pour une dernière question, dans le fond, d'Elissa et moi, c'est dans le fond, c'est un sujet dont vous avez un peu parlé tout au long de la discussion, mais justement, en ouvrant le dialogue entre les deux institutions théâtrales, le Centre du théâtre d'aujourd'hui et le Center Theatre, qu'espérez-vous changer dans la scène culturelle actuelle de Montréal? Quels effets est-ce que vous souhaiteriez apporter avec Cyclorama? Je pense que je l'ai dit un petit peu plus tôt, mais pour moi, c'est vraiment la mise en commun des ressources. C'est clair que le milieu francophone a plus de ressources actuellement, et je pense que le milieu gagnerait à partager ses ressources avec le milieu anglophone et vice-versa. Parce que les deux milieux ont des forces différentes. Et ce serait vraiment, vraiment beau de pouvoir se dire, à un moment donné, nous avons un milieu montréalais qui n'est plus un milieu divisé,
qu'il y ait une hybridité de ces deux milieux. Et ça, je pense là, que ça nous amènerait là, plus haut dans le cosmos que jamais. On est toujours en train de chercher au théâtre à développer les publics. Ben, il y en a là, il y en a plein de publics qui sont là, qui sont prêts. Il faut juste réussir à leur parler. Et moi, personnellement, comme comédienne, j'ai appris énormément des coachs anglophones. Je trouve que dans le milieu anglophone, il y a vraiment un rapport à la méthode de travail. Il y a plusieurs types de méthodes, il y a une rigueur. Et comme interprète, je pense qu'on pourrait apprendre beaucoup de ce type de travail-là. Et je pense qu'en termes de création, en fait, d'expérimentation, le milieu francophone pourrait inspirer l'autre milieu, qui est encore dans une forme de révérence envers le texte, un grand respect du texte que je peux comprendre parce qu'il y a des textes exceptionnels, mais j'ai l'impression que le milieu anglophone pourrait gagner à agrandir son carré de sable en termes d'expérimentation. Et pour ça, des fois, ben, il faut manquer de révérence, puis il faut dire un peu fuck off, puis il faut se donner une forme de liberté et se mettre dans des zones d'inconfort. Et ça, je pense que franchement, les deux milieux ensemble pourraient arriver à faire de grandes choses. Puis on pourrait arrêter finalement d'avoir un exode des cerveaux, parce que c'est beaucoup ça. Tu sais, je veux dire, les gens doivent quitter parce qu'ils ne trouvent pas de travail ici. Et ça, c'est excessivement triste. Montréal, on a une réalité culturelle tellement riche. Les gens aiment la ville, sauf évidemment la construction, mais on devrait pouvoir réussir à retenir nos créateurs, nos grands esprits ici, peu importe leur langue. En effet. En effet. Je pense que ce qui arrive souvent, c'est que le marché anglophone est tellement petit ici que les opportunités de travail sont moindres, les opportunités de rémunération sont moindres, les opportunités de séquences de projets qui font qu'un artiste peut vivre de son art à la longueur de l'année sont plus difficiles. Souvent, les acteurs se retrouvent à avoir à prendre différents jobs en dehors de leur centre de désir pour pouvoir faire leur fin de mois. Fait que, si soudainement on t'offre la possibilité de faire ça ailleurs, tu la prends malheureusement. Il y a plusieurs qui l'ont pris, moi je l'ai pris. T'sais. Ce que je souhaite à Montréal, c'est que oui, comme Laurence dit, qu'il y ait un développement de ressources pour maintenir le milieu anglophone, peut-être même l'élargir un peu, élargir son audience aussi. Les francophones québécois vont vraiment beaucoup au théâtre. Ça fait vraiment partie de leur loisir, pas juste de leur loisir, ça fait partie de leur culture. Puis pour les anglophones aussi, mais il y a un gros bassin d'anglophones qui ne vont pas au théâtre. Donc, moi, j'aimerais voir like an outreach to try to get the new generation to come to the theater more, to find a way to bring them to the theater. And I think there's a way to do that that is sort of inspired by what our project does. I'd like to see more bilingual projects. I think Montreal is unique in the world for its bilingualism of French and English and for its people. You know what I mean? Like, I know you get out of Montreal, it's a different story, but Montreal is singular. And I think most people would be able to go to see a play and see it see a bilingual play and not necessarily need des surtitres. You know, I think the next generation won't need to have subtitles. And I think that opens the door for so much content that can be about Montreal and for Montreal, but not necessarily just for Montreal, you know, but like very sort of like Montreal inspired. Ouais, je nous le souhaite. I think that's a lovely note to end this part of the webinar on. I'd like now, with Elisa and Sophie's permission, to open the floor to questions from those of you participating in the webinar. You can use the Q&A function on your Zoom to send questions, to ask questions, and I will relay them then to our guests, Laurence Dauphiné and Antoine Yared, who I'm sure will be happy to respond. So we'll take just a couple of seconds to see if there are questions from the room, from the virtual room. Okay.
Marianne Putinen asks, says, thank you for this beautiful and stimulating conversation. And she asks, quelle vie souhaitez-vous à la pièce et quelle vie souhaitez-vous au livre? Ben, la pièce, je pense qu'elle va se terminer dimanche avec cette belle représentation supplémentaire. C'est pas une pièce, je crois, qu'on va rejouer pour plein de raisons. Un, la tournée ailleurs qu'à Montréal n'aurait pas vraiment de sens parce que même si les thèmes sont universels, la réalité qu'elle dépeint est vraiment profondément montréalaise. Ouais. Deux, c'est une pièce qui coûte excessivement cher avec les autobus, qui est la plus grosse dépense du budget. Et donc, je ne crois pas que les coproducteurs soient vraiment enclins à reproduire l'expérience. On est en grand dépassement de coût, mais ça valait vraiment la peine. Donc, je pense que ça fait de la pièce quelque chose de super beau, super précieux aussi, parce que justement, ça a une fin. Ça a une fin qui est claire. C'est dimanche, alors venez. Là, oui, il y a le livre qui existe. J'espère qu'il va circuler, j'espère qu'il sera étudié. C'est toujours un grand plaisir de voir quand nos œuvres sont étudiées dans les écoles. Puis, je pense en même temps en fait, je me demande jusqu'à quel point les gens peuvent seulement à la lecture du texte ressentir l'expérience. C'est un show qui est tellement, tellement multimédia, où il y a tellement, en fait, une valeur ajoutée à ce qui se passe dans la pièce elle-même. Mais ne serait-ce que pour la cohabitation des langues, je pense que c'est le fun qu'on ait cette trace-là par écrit. Et donc, c'est ça, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec. On a une archive vidéo de la pièce qui ne pourra pas vraiment être diffusée, malheureusement, parce qu'il y a tellement d'archives pour lesquelles on a payé des droits de diffusion, mais seulement pour la représentation. Ça coûterait excessivement cher pour pouvoir la diffuser. Et ça me fait de la peine parce que je pense que cette archive-là pourrait être fantastique, entre autres pour les écoles de théâtre, et de se dire qu'elle ne peut pas être diffusée parce qu'on paye des droits. Pour moi, ça n'a aucun sens. T'sais, je vous donne un exemple, c'est mon petit éditorial critique, là. On a acheté des archives à l'ONF pour ça. C'est très, très, très cher déjà. Ce qui n'a, selon moi, pas de sens parce qu'on s'entend que c'est une organisation gouvernementale publique et donc payée avec nos impôts et on doit payer une fortune pour avoir accès à ces archives-là. Puis c'est juste pour le temps de la représentation. Et je pense qu'on a une espèce de devoir de société. Il faut qu'on se questionne par rapport à ça. Comment est-ce qu'on garde la mémoire en vie si la mémoire nous coûte une fortune? Yep. Merci Good de rire question. de mes blagues, Antoine. That's a very good question. Are there other questions for our guests today? Yeah. Est-ce que, selon vous deux, l'hybridité dans la culture québécoise est à la cote ou est-ce que plutôt un souhait, un vieux pieux? Je pense que là, la cote chez notre génération et les plus jeunes. À fond, j'y crois. Ouais. Je pense qu'il y a encore de la résistance. Chez d'autres générations, je peux vraiment comprendre pourquoi. Mais tu sais, j'ai une amie qui travaille au cinéma public, qui est un super beau petit cinéma à la Casa d'Italia dans la petite Italie. Puis elle me dit qu'elle a souvent des plaintes de gens qui viennent voir un film qui n'est sous-titré qu'en anglais ou sous-titré qu'en anglais, qui se demandent pourquoi il n'y a pas de sous-titres français. Des fois, la réalité, c'est que ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher français, donc ils préfèrent passer ça comme ça. Je trouve ça un petit peu dommage, dans le sens où c'est correct de poser la question, mais d'avoir une telle résistance, est-ce qu'on voudrait ne pas du tout avoir accès à l'œuvre parce qu'il n'y a pas de sous-titres français? Ça ne me semble pas avoir de sens non plus, là. Mais je pense que notre génération et celles qui suivent ont gagné beaucoup, beaucoup en détente par rapport à ces questions-là. Mais je parle en tant que Montréalaise et quand je vois la carte électorale à l'extérieur de Montréal, je me pose la question profondément. Je ne sais pas ce que ces jeunes générations, je ne pense pas que je peux parler pour elles, mais je suis un petit peu inquiète parce que j'ai l'impression que la carte électorale représente beaucoup, beaucoup, beaucoup la peur et que le gouvernement joue énormément là-dessus. On nourrit la peur et exactement comment s'adresser aux électeurs et comment nourrir cette peur-là. Et ça me fait peur. Ça me fait peur à moi, la peur. Yeah.
Anything else from the crowd? Or anything, Laurence, Antoine, you want to ask each other? Maybe could you offer just a final word on the show, on your hopes around the show? You've said this already, but just as a way of closing on something other than la peur, Ah oui. which is real, but is not the spirit of our show either. That's all. Nous, on est dans l'espoir. Je suis désolée, j'ai comme perdu mon Bluetooth. Mais nous, je pense qu'on est vraiment dans l'espoir. Puis on est dans l'union, dans le dialogue. Puis je veux dire, Montréal, je suis désolée, mais c'est le cœur du Québec. Je veux dire, et cette hybridité-là et la réalité qu'on vit, c'est le futur. Donc, alors, et je pense que de toute façon-là, ce futur va se téléporter en région. Et je pense que la peur, elle se nourrit quand on est dans l'ignorance, quand on est en silo. C'est prouvé que dès que des gens se rencontrent, dès que des classes sociales se mixent dans des quartiers, dès que des gens de positions politiques et sociales différentes se rencontrent dans une pièce et parlent ensemble, ils ont moins peur à la fin de la journée, ils se sentent plus près les uns les autres parce qu'au final, et ça, c'est vraiment ça en quoi je crois profondément, les êtres humains sont grégaires, les êtres humains veulent appartenir à des groupes et ils veulent la bonne entente. Et je pense que ce qui fait en sorte que des gens se braquent, c'est des blessures, c'est le fait qu'ils soient vifs, c'est le fait qu'ils ne se sentent pas entendus. Puis c'est pour ça qu'il faut s'écouter, qu'il faut se tendre la main, puis qu'il faut apaiser les blessures pour pouvoir passer à autre chose. Beautiful. Thank you, Laurence. Thank you, Antoine, for joining us today, for taking the time to be here. Thank you, Sophie and Alyssa, for hosting this event with such smart and incisive questions. We'd like to thank as well the Quebec Studies Program, the Centre for Interdisciplinary Research on Montreal, and the McGill Institute for the Study of Canada for participating in the organization of this event. And à toutes et à tous, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci, Ciao. merci. Merci beaucoup. Bye, friends. Bye.